Je crois que aujourd'hui, le monde tel qu'il est, la complexité du monde tel qu'on l'a décrit souvent, vient du fait que toutes les cultures, toutes les parties du monde, toutes les géographies du monde, pour le meilleur ou pour le pire, sont liées. Et donc, étant liées, on ne peut pas, pour tenter d'avancer, d'aller vers un horizon qui soit meilleur pour tout le monde, on ne peut pas ignorer tout ce qui se fait, se dit ailleurs, comment ça se dit. Euh, et s'il faut être conscient lucidement d'une sorte d'inégalité, une inégalité politique, pas une inégalité essentielle entre des langues, par exemple, ou des savoirs, ou des connaissances, s'il faut être conscient de cette inégalité-là, il faut aussi toujours tenter de la corriger. Et la corriger, c'est toujours tenter de les mettre en dialogue, en relation, de tenter précisément de les traduire, par exemple, parce que c'est souvent aussi ça qui oppose les choses. On dit on n'a pas accès à certains savoirs parce que précisément elles sont dans d'autres langues. Et les traduire, les mettre en dialogue, les mettre en discussion, les confronter et voir ce que leur rencontre produit toujours. Ça me semble essentiel aujourd'hui. Et surtout être attentif à ce qui s'est fait. Ce qui est très paradoxal aujourd'hui, je trouve, c'est que il y a de plus en plus de revendications ou de discours qui tournent autour du conflit des mémoires, donc du passé. Et malheureusement, on dirait qu'on ne revendique ce passé que pour justifier une sorte de fierté ou d'identité dans le présent, sans prendre le temps de voir ce que ce passé-là a aussi pu produire et ce qui a été perdu dans ce passé-là. Il ne s'agit pas de revendiquer une mémoire pour simplement la revendiquer, mais il faut la connaître. C'est ça qui me semble le plus intéressant, la connaître et toujours la mettre en perspective, mais aussi en relation avec ce que nous vivons aujourd'hui, les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc c'est un tout petit peu le sens de ma réflexion hier également sur cette écologie des savoirs écologiques. C'est vraiment créer toute une écologie, donc des conditions, un écosystème, mais un écosystème qui soit à la fois spirituel, intellectuel, linguistique, qui permette une pensée de ce qu'on a en commun avec toutes les diversités qui sont les nôtres, qui sont géographiques ou culturelles. Ça me semble être aujourd'hui notre seule chance. Et sur tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a vraiment de territoire que celui qu'on s'accorde. Ce que je veux dire par là, c'est que je mets fondamentalement la liberté d'aller et de venir et la dignité d'aller et de venir au cœur de ma réflexion. Je crois que si les territoires ne se définissent que par des frontières, c'est-à-dire par des frontières qui sont toujours fermées par des problèmes, donc la notion de territoire n'a aucun sens. Je pense qu'il n'y a qu'un seul territoire, c'est celui évidemment qu'on s'accorde, mais c'est celui que l'on a en commun, encore une fois. Et il faudrait faire en sorte que le territoire soit disponible. Cette notion de la disponibilité du territoire convoque des questions de mobilité, des questions évidemment d'inégalité politique devant la mobilité ou dans la mobilité et la difficulté pour certains à accéder à certains territoires. Voilà, je crois qu'il faudrait presque, oui, une sorte d'affranchissement et de mise en disponibilité de tout le territoire. Une fois que le territoire est là, chacun maintenant dessine sa carte. C'est pour ça que je disais que la carte intérieure, là, est beaucoup plus personnelle, individuelle, selon les trajectoires, les envies qu'on a, les rencontres qu'on fait, les rêves qu'on a, les endroits où on veut
aller. Cette géographie-là, intérieure, cet espace du dedans, comme disait Michaud, euh, il faut que chacun puisse le faire, mais la condition d'abord, c'est que le territoire soit disponible. La carte ne correspond pas toujours au territoire, c'est vrai, mais le territoire est la condition d'une carte, voilà, qui puisse être une carte de liberté et de dignité. Donc c'est un peu ça que je veux. Pour moi, la question de la responsabilité, évidemment, vous l'avez mentionné, elle est individuelle et collective, mais elle n'a de sens qu'à partir du moment où l'on sait, on est profondément convaincu qu'être responsable de soi n'est pas indissociable, finalement, d'être responsable d'un autre. Voilà. C'est le concept, par exemple, sud-africain d'Ubuntu, qui commence à être un peu plus connu. Et Ubuntu, pour la traduction qu'on en donne, c'est je suis parce que tu es. C'est-à-dire une façon de se dire mon existence n'a de sens et de dignité que si j'arrive à faire en sorte que la tienne ait aussi cette dignité-là et cette liberté-là, et qu'il y a toujours une corrélation. Voilà. Je pense qu'il faut inscrire la question de la responsabilité dans des logiques de relations toujours à une même échelle et surtout euh, qui ne se fasse pas toujours dans une dissymétrie. C'est vraiment ce que je veux dire. Si on change d'échelle, qu'on passe à une échelle, à celle des États, c'est peut-être ça encore le grand problème aujourd'hui. C'est que même quand des États sont en relation, c'est toujours sous le mode, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, des modes assez dissymétriques encore. Oui. Et tant qu'il y aura ces relations-là qui sont faussées par avance, la question de la responsabilité n'aura presque aucun sens. Et d'autres sentiments l'emporteront, comme le désir de dominer, le désir de piller des ressources pour le pays qui est politiquement le plus puissant peut-être, et puis de l'autre côté, le désir peut-être de se fermer pour se protéger ou d'être dans une sorte de ressentiment parce qu'il y a une histoire qu'on veut venger, il y a de la colère, etc. Mais tout ça vient du fait que il n'y a pas cette égalité au départ. Et la responsabilité ne peut s'exercer que dans des conditions d'égalité qui permettent vraiment de traitement. Euh, de façon très paradoxale, je crois que c'est parce que le monde est en train de se fragmenter qu'il est de plus en plus interdépendant. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que c'est précisément ce qui menace de nous émietter qui nous réunit tous aujourd'hui. Donc l'interdépendance s'inscrit aujourd'hui vraiment, enfin on arrive à l'interdépendance, mais quasiment par la négative ou par la négation de ce qui semblait être une interdépendance telle qu'on l'a annoncée, par exemple, très fortement dès les années 70. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les logiques économiques s'harmonisaient autour d'une certaine pratique du capitalisme, à côté de la mondialisation, en tout cas comme bras armé d'une sorte de mondialisation, on a rêvé à un moment d'une interdépendance, oui, heureuse, qui était plutôt économique, qui s'appuyait aussi beaucoup sur la montée en puissance du numérique, de ce qui nous liait. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que ce sont les mêmes choses qui créent, qui sont en train de nous émietter, de nous fragmenter, mais cela reste encore, je pense, une occasion de créer une autre interdépendance qui sera précisément peut-être celle maintenant de la responsabilité de se dire que ce que l'on fait a un impact immédiat sur
tout un autre pays qui peut être très éloigné. Et donc là, je pense qu'une responsabilité peut s'appuyer, peut se créer si c'est une responsabilité de la conscience toujours de l'autre ou de ce que l'on peut causer comme dommage. Oui. Évidemment, cela ne supprime pas les différences politiques ou les Oui. différences de situation. Oui, Ça, complètement. c'est certain. Mais je ne vois pas non plus d'issue dans le fait que chaque pays s'enferme Oui. dans sa propre façon de voir les choses. Chacun, évidemment, selon sa situation, selon les défis qu'il a des solutions qui sont des solutions endogènes, propres. Oui. Il faut pouvoir valoriser cela, évidemment. Mais cela, pour moi, ne supprime pas la nécessité d'avoir toujours une vision du pluriversel, je vais dire. Voilà, Oui. c'est-à-dire que c'est pas de l'universel parce que c'est une notion plus compliquée, mais du pluriversel comme horizon. Oui. Voilà, ça je pense que il faut au moins pouvoir mettre le pluriversel comme horizon. Ça c'est certain, vers lequel on va et pas comme un donné auquel tout le monde devrait se plier. Voilà, c'est surtout ne pas chercher à imposer, mais chercher plutôt à dialoguer. Oui. Voilà, ça c'est le plus important. Comme vous le disiez, les questions là sont beaucoup plus importantes, essentielles que les réponses que chacun Oui. pourrait avoir la prétention de croire qu'elles sont les bonnes. Parce qu'aucune réponse pour un pays n'est bonne pour un autre pays. Il faut pouvoir intégrer ça. Et c'est peut-être ce qui est le plus compliqué aujourd'hui. Mais sur la question de l'interdépendance, le fait même de sembler se diviser encore une interdépendance. Oui. Elle est même peut-être plus forte, puisque c'est une interdépendance fondée sur la menace d'une disparition de tout le monde, en réalité. Et je pense que c'est une illusion de croire que, oui, pour tout pays, de croire qu'il pourrait se sauver en se séparant des autres. Cela peut marcher peut-être sur quelques années, mais sur le long terme, évidemment non, parce que nous ne sommes pas toujours maîtres du destin, en tout cas seul maître du destin de toute une planète et de même de toute une situation politique, globalement, je dis. Très simplement, je crois que la seule fidélité véritable est une fidélité au mouvement. Ce qui veut dire que, en réalité, on est toujours, chacun de nous est toujours en transit. Vraiment, je pense vraiment qu'il faut en tout cas se mettre dans la possibilité d'être toujours en transit, de ne pas toujours rester au même endroit. Là, je parle vraiment, enfin, ça peut être, oui, géographiquement, mais de façon plus importante, c'est surtout intérieurement et dans notre façon de voir le monde, dans notre relation au monde, éviter l'ossification. Oui. Donc, cette notion de transit-là pourrait être intéressante à creuser. Oui. Une géographie du transit est une géographie du mouvement et de l'émotion, c'est-à-dire que de ce qui nous sort aussi de nous-mêmes, ce qui nous oblige toujours à nous déplacer, à sortir et à bouger, à être toujours attentif en effet aux rencontres. Donc oui, c'est une... chaque individu, chaque personne est en transit dans le monde. Et même de façon tout à fait un peu plus cosmique, si on voulait élever les choses, l'humanité est aussi en transit ici. Elle n'est pas éternelle. Et il faut aussi en être conscient. Et en être conscient, c'est déjà faire tout ce qu'il faut pour déjà bouger ou faire bouger les choses autour de nous. Voilà. Tout ce qui tue, ce sont les certitudes, ce sont les dogmatismes, ce sont les arrogances, ce sont les prétentions
qu'on a à imposer une vision du monde à un autre ou à d'autres. Voilà. Se déplacer, écouter, dialoguer même plus que débattre, parce que débattre, ce que ça devient aujourd'hui, c'est un duel. Le débat, de plus en plus, je trouve, un peu partout dans le monde, C'est violent. Voilà, est violent, de plus en plus violent, polémique. Et le plus souvent, rien n'en sort qu'un statu quo. Tandis que dans le dialogue, il me semble qu'il y a une attention plus forte que l'on prête à l'écoute et aux solutions qu'on construit dans la relation. Voilà. Donc je préfère aussi ce mot de dialogue-là à celui de débat.